Notre premier invité, Dr Wenceslas Maoussi, enseignant-chercheur à l'université d'Abou Mekalavi, notamment à l'UNST, qui est grand observateur et analyste de la vie des médias au Bénin. Dr Maoussi, bonjour. Bonjour Tanguy. C'est là que tu m'attends. C'est moi qui vous remercie de cette invitation. Quand on dit qu'un quotidien est de surcroît un quotidien privé fait ces 25 ans au Bénin, cela vous dit quoi? Admiration, banalité dans un pays dit démocratique, très démocratique, mais ou bien exploit ou carrément une normalité des choses? Non, je pense que c'est pas une normalité. Il faut entrevoir la vie d'un quotidien de 25 ans, c'est-à-dire que c'est un quart du siècle. Ça veut dire que c'est une génération. Cela voudra dire simplement que c'est une résistance dans cet environnement de démocratie un peu en chemin. Et donc de ce point de vue-là, Fraternité qui a fait 25 ans, il faut entrevoir que c'est d'abord la vision des promoteurs, d'un point de vue ensuite le management du journal et surtout la production d'une information de qualité équilibrée. Je vais m'expliquer. Si il y a 25 ans, ceux qui créaient Fraternité n'avaient pas une vision long-termiste, ce n'est pas évident que ce quotidien puisse être là encore jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, si durant les 25 ans, la gestion du personnel, le management des équipes n'était pas au top, malgré tout, le journal aurait pu chuter. Et enfin, vous regardez Fraternité sur les 25 ans, enfin, moi j'ai eu la chance de faire un peu Fraternité à un moment donné, vous voyez que Fraternité fait de l'information équilibrée. 25 ans, ça fait quand même 3-4 régimes. Et pourtant, le journal est là. Ça n'a pas été le cas d'autres régimes qui viennent avec leurs journaux et les journaux qui disparaissent après. Alors, vous connaissez bien Fraternité de l'intérieur un peu, de l'extérieur surtout. Comment vous le percevez, vous en tant d'abord que lecteur simplement, puis en tant que scientifique qui travaille justement sur la matière média? D'abord, c'est ce que j'ai commencé à dire, mais c'est surtout que Fraternité a de la résistance et par rapport aux équipes, par rapport à ce qui est produit, par rapport surtout à un élément qui est commun à quelques journaux, c'est le caractère ininterrompu. La Fraternité, c'est sans discontinuité que le journal le paraît. Et nous avons fait un sondage en août 2023. On a remarqué que Fraternité fait partie du top 5. Au même titre que le matinal, La Nation, Matin Libre, et je crois l'Économiste. Et vous remarquez que c'est un quotidien qui paraît 5 sur 7, donc du lundi au vendredi. Et parfois même s'il y a des numéros spéciaux qui sortent, et qui aborde tous les pans de l'actualité, mais de façon équilibrée. C'est ainsi du journaliste de qualité et qui va faire que le journal va durer encore des années plus tard. Alors, quand on dit 25 ans, très peu de médias l'ont célébré au Bénin. Hein. Qu'est-ce qui peut expliquer la longévité de Fraternité? Au-delà peut-être du bon management, il n'y a que la survie d'un média va au-delà du bon management au Bénin. Oui, moi, quand je parle de la vision des promoteurs, Oui. le modèle économique qui est derrière Fraternité, et ce modèle économique va dire sur la ligne éditoriale que Fraternité, forcément, ne prend pas position ou essaye de faire de façon équilibrée. Et derrière, vous allez voir que la ligne éditoriale de Fraternité et le management de Fraternité fait en sorte que il n'y a pas, il y a toujours des moyens qui sont jetés dans le journal, contrairement aux autres. Fraternité a quelques publicités, quelques contrats de publicité qui décrochent aussi. Et Fraternité essaie toujours de s'adapter. Et ça manque à beaucoup de médias. La question de s'adapter à l'environnement mutant. Et ça, j'ai observé sur le journal. Et quand on prend ça, quand on prend la vision des promoteurs qui ont des moyens qu'ils mettent, quand on regarde le modèle qui est derrière Fraternité, quand même un journal qui est lu, à un moment donné dans l'histoire, Fraternité a eu le meilleur prix de la distribution. Fraternité qui continue d'imprimer quand même un certain nombre d'exemplaires. Quand on regarde tout ça, on voit que c'est un journal qui est lu, c'est un journal qui est distribué, c'est un journal qui fait une façon de qualité. Et derrière, donc, il y a une audience qui peut être fructifiée par le placement de publicité. Et en plus de ça, il y a aujourd'hui la diversification aussi des sous qui arrivent. Et ça permet aux journaux de tenir. Quand on regarde les autres journaux, on voit qu'il y a peut-être un seul promoteur qui est peut-être essoufflé. Ce n'est pas le cas de Fraternité.
Et c'est vrai qu'il y a un contexte, au-delà du contexte politique, le contexte média aussi, qui aurait pu éprouver fraternité. Vous n'ignorez certainement pas, je dois dire, l'impact que les médias sociaux ont aujourd'hui sur la survie des organes. Fraternité a pris du temps aussi avant de s'adapter. Hein. Son site Internet est créé il y a bien longtemps, c'est vrai, mais la dynamique et tout autour ne présageait pas forcément de, de ce métier dans le top que vous avez cité tout à l'heure. Effectivement, j'ai observé, Fatalité a pris peu de temps, mais Fatalité aujourd'hui, si j'observe bien, parce que dans cette histoire-là, il faut remarquer sur le digital, qu'à un moment donné, avec maintenant online, on a les sites adossés. C'est dans les années 2000. Fatalité a pris du temps pour étoffer son site, pour se réadapter. Et aujourd'hui, Fatalité fait quasiment même du online. Et donc, ce glissement, cette adaptation, même plus ou moins tardive, a été quand même réussi aujourd'hui. Et Fatalité aussi est compté parmi les journaux qui ont non seulement un site internet qui font donc de la publication imprimée, mais aussi un site internet qui est dynamique. Et aujourd'hui, tous les matins, vous avez aussi les flux d'informations des articles du site de Fatalité. Et je crois que ce travail-là, quand on fait le top, Fatalité est toujours dans ceux qui sont les plus lus. Et donc, c'est une chance que Fatalité a su saisir, mais c'est un peu plus tard, et qui va être maintenant un terreau que moi j'appelais la renaissance, parce que quand on a résisté, quand on a été résilient, il faut renaître. Et donc, dans cette renaissance-là, Fatalité va savoir maintenant s'ancrer sur le digital pour continuer à exister dans le cyberespace et dans l'univers des médias aujourd'hui, parce qu'on sait qu'on ne peut plus faire les médias aujourd'hui sans le digital. Ah oui, parce qu'on a l'impression aussi que Fraternité est très jaloux de son passé et très accroché à la matière. Ça fait partie de l'une des rares publications qui paraît toujours en papier. Oui, ça fait partie des top 5 que j'ai eu à dire tout à l'heure. Tout le reste ont buté et j'ai pu observer que certains même sont allés prendre l'agrément de cyber en ligne, de cyberjournal. Fatalité est resté et c'est un avantage parce que le papier ne mourra pas en fait. Mais on va être collé à l'évolution du digital et faire en sorte de faire un glissement. Parce qu'il y aura des gens qui auront toujours envie de lire le journal, on va imprimer moins. Vous savez, au Canada aujourd'hui, on n'imprime plus. Ailleurs aussi, c'est le cas. Parce que la consommation de l'information digitale aujourd'hui est supérieure à la consommation de l'information papier. Et les plus jeunes sont aujourd'hui sur le digital, les milléniums. Et vous et moi, aujourd'hui, on n'est pas autant millénium, mais ce n'est pas évident qu'on aille vers un journal papier. On a l'information sur nos smartphones. Et cette adaptation de Fatalité, même si elle est tardive, va faire en sorte que Fatalité va rester encore longtemps, au moins un quart de siècle, dans le cyberespace, dans l'univers des médias. Parce que Fatalité, j'avoue, avec l'équipe que je vois en place, avec tout ce qui est fait, des formations ici, tout qui sont organisées, la vision des promoteurs et tout l'arsenal aussi technique, le plateau technique que je vois, Fatalité va rester longtemps encore. En tout cas, on verra bien ce que ça va donner avec le temps. Au-delà de Fraternité, comment est-ce que vous trouvez les médias ces 25 dernières années? Oh, les médias ont eu un peu chaud, ont eu très chaud parce que les médias ne sont pas arrivés à couvrir toutes les charges. Un média, c'est beaucoup de charges. C'est pas comme la vente de cacahuètes. Mais ça a fait que il n'y a plus ces derniers temps l'aide de l'État. J'espère que avec la hack qui est là maintenant, l'aide va revenir. Ça a beaucoup aidé les médias en ce temps. Ça a aidé aussi Fatalité au début. Donc aujourd'hui, les médias ont besoin d'un nouveau souffle pour payer les salaires, pour avoir de nouveaux équipements, pour s'adapter au digital, pour entrevoir aussi l'avenir vis-à-vis de la vitalisation de la démocratie. Vous savez, quand les médias ne sont pas indépendants, n'ont pas beaucoup de moyens pour faire la presse, la démocratie, ça porte quoi la démocratie? On a quand même remarqué que, en tout cas, Ivoire de près, les médias ont été un peu plus politiques que spécialisés. D'ailleurs, on peut constater la rareté des médias thématiques, de ce que la presse ne vit qu'au rythme des fluctuations politiques. Est-ce que ce n'est pas ça qui explique la fragilité justement des maisons de presse? Pas forcément. Vous allez voir nos amis qui sont dans l'éducation, par exemple, qui sont dans haute thématique, dans l'économiste, parce que l'économiste fait partie des top 5. Il tient quand même. Nos amis de l'éducation aussi, mais ils ont leurs problèmes aussi. Ils ont besoin d'être soutenus aussi. Et donc, c'est pas si tant la spécialisation, c'est le vœu. Pour avoir de la production informationnelle de qualité, pour avoir des informations qui abordent les sujets, les thématiques en profondeur. On a besoin de ce journaliste spécialisé là. Mais en réalité, ces journaux spécialisés ont besoin de l'appui
soit des partenaires ou de l'appui étatique pour faire de la production, payer les salaires. Vous savez, les journalistes aujourd'hui ne sont pas très bien payés dans la République. Et donc, payer les salaires, et donc payer de bons salaires à ces journalistes-là, de faire en sorte que les journalistes soient vraiment indépendants, soient libres d'esprit pour faire le journalisme de qualité que nous souhaitons aujourd'hui. Donc on voit bien que, d'accord, pendant longtemps, la presse béninoise a été calquée sur la presse politique, suivant les fluctuations des gouvernements et des régimes, mais au fond, il y a derrière quelques-uns qui font du journalisme spécialisé, mais en réalité, tous ces journaux-là, toutes ces entreprises médiatiques ont besoin d'un appui. Les grands tournants de l'histoire politique du Bénin, c'est 2006 avec le changement de régime, 2016 aussi avec le changement de régime, 2011 avec le tout premier chaos politique de l'ère post-démocratique. Pourquoi a-t-elle fait ce qu'elle a fait pour exister là, la presse? Est-ce que la presse a été à ces grands rendez-vous, selon vous? Tout à fait. La presse était toujours à ces rendez-vous-là. Pour 2006, j'ai vécu chez avec Fraternité. Pour 2006, j'allais dire, il y a à peu près 20 ans, j'ai vécu. Et la presse était toujours là, en faisant ce travail de qualité, en allant sur le terrain pour faire les investigations. 2011, on a été tous surpris plus ou moins par le chaos, mais c'était effectivement le chaos. 2016, on a vu aussi la presse était là. La presse, pour moi, a fait ce qu'on appelle l'ensemble de l'information de la communication, de l'agenda 7e. Et je vois la même chose plus ou moins, encore que le paysage a été plus ou moins modifié. Sinon, la presse est déjà aussi là pour faire l'agenda 7e pour 2026. Je rappelle, pour 2016, par exemple, la presse, on m'a donné, en 2014-2015, la presse était là à dire, est-ce qu'il faut un opérateur économique à la tête du pays? Et ça a été sur tous les plateaux. La presse a fait ce travail-là. La presse a travaillé sur d'autres sujets. Et la presse permet de l'animation médiatique de ce que j'appelle la CETID, mais aussi ce que Abema s'appelle l'espace public. L'espace public qui se fait ce prolongement sur les médias et le débat se nourrit, la démocratie se vivifie. Je pense que la presse a été tout de ces rendez-vous. Ce qu'il faut souhaiter, c'est que cette presse-là soit davantage bien régulée et qu'elle ne soit pas, qu'elle n'ait pas des partis pris, qui ne soit pas un parti pris pour un cas politique, pour influer sur les résultats. Mais ailleurs, ils appellent ça tendance aux options, etc., où on a la presse de gauche, la presse de droite, la presse démocratique, la presse mettons, républicaine, etc. Est-ce que le Bénin peut pas évoluer vers justement cette option-là, où carrément, quand on choisit une presse, quand on suit un organe de presse, on sait clairement à quelle ligne elle appartient, une ligne politique, je veux dire. C'est pas mauvais en soi, mais je peux vous dire, et moi je me suis interrogé davantage sur le type de journalisme que le Bénin fait. Est-ce que nous sommes dans le journalisme latino-européen ou que nous sommes dans le journalisme anglo-saxon? Je crois que nous faisons les deux. Le journal latino-européen dit qu'il faut peut-être critiquer pour faire le commentaire. Les anglo-saxons disent les faits sont sacrés. Et donc, nous on mélange les deux. Parfois on fait les faits, parfois on fait le mélange, on fait les commentaires. De ce point de vue-là, est-ce que nous allons dire qu'il y a une presse de gauche ou une presse de droite? Je pense que non. Ce qui va nous sauver, c'est une presse qui met l'information au cœur, l'information équilibrée, l'information de qualité, l'information exacte, dans ce contexte même de désinformation et autres, et des deepfakes, de faire en sorte que nous puissions avoir une information, et il revient maintenant au lecteur consommateur de l'information de se faire son opinion. Même s'il y a des gens d'opinion dans les organes de presse, je pense que nous allons militer pour un journalisme qui met l'information exacte au cœur des communautés. Encore que le mandat du journaliste, c'est d'apporter l'information aux communautés. Et si on commence à dire presse de gauche, presse de droite, alors il va se poser problème. Si un opérateur économique a les moyens, si un parti politique a les moyens, ça veut dire qu'il va caporaliser les médias. Il va faire en sorte que, si c'est la gauche qui a le pouvoir, les autres ne peuvent pas venir. Alors que les tests que les autres sont posés là-bas, ce n'est pas les tests que nous on a ici. On voit bien nos tests, que ce soit la Constitution, que ce soit la loi organique de la RAC, que ce soit la loi sur l'information et la communication. Ces tests sont là, pourtant aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe. Et donc de ce point de vue-là, il faut faire très attention pour ne pas aller dans une presse de gauche ou une presse de droite. Quand les gens auront plus de pouvoir, ça va déstabiliser l'échiquier. C'est clair. Allez, on va pour le troisième axe. Vous avez commencé à l'évoquer, le modèle économique de survie des médias. On a l'impression que les médias et les acteurs des médias
c'est pas une impression, ont de plus en plus du mal à vivre. Pour vous, qu'est-ce qui peut expliquer bien cela? Est-ce que c'est l'absence de professionnalisme, même si par moment on nous a rappelé, en tout cas notre rang, qui a beaucoup dégringolé, le manque de politique de développement, je dois dire des médias, je veux parler de politique publique de développement des médias, très peu d'acteurs politiques sont venus au pouvoir avec une idée claire pour les médias et qu'ils ont mis en œuvre. Est-ce que c'est les lois ou le contexte économique carrément? Vous posez vraiment le sujet sur beaucoup d'angles. Oui, d'abord la politique publique médiatique. La politique publique médiatique béninoise, à l'heure où nous parlons, est une politique médiatique mitigée. Le gouvernement qui est là... Elle existe vraiment, une politique publique des médias là? Elle n'hésite quasiment même pas, on va dire, mais il y a des éléments. Il y a une loi qui est votée à l'Assemblée, il y a un code de l'information et de la communication, il y a un gouvernement qui a prévu sur le quinquennat 21-26 près de 20 milliards à injecter dans les médias. Là, l'Assemblée nationale, la ministre a parlé de 10 milliards pour les médias. Donc, il y a une volonté. Mais le problème que nous observons, depuis quand même 8 ans, ce qui est prévu là n'est pas visible chez les médias. On voit même parfois la suppression de certains médias. L'agence de presse a été supprimée, alors que l'agence de presse est la source de l'information pour les autres médias. Elle a été supprimée. Donc, on voit que... On parlait de l'ABPF. Là, oui, l'agence de presse béninoise, qui existait depuis son offre, a été supprimée. Donc, quand on regarde tout ça, on se dit que il faut revoir la politique médiatique. Le régulateur fait son travail. On a même confié au régulateur, il y a 2 ans à peu près, de faire les réformes des médias. On ne sait pas si la RAC qui est là maintenant va le faire. Et donc, on voit qu'il y a parfois de dichotomie, il y a des volontés, mais on ne voit, c'est pas lisible. On n'a pas de la lisibilité aujourd'hui si on prend les médias. Et on regarde les médias au service public et les médias privés, on ne sait pas. Est-ce que ça avantage le gouvernement qui est là? Pour d'interrogation, moi je ne sais pas. Mais je sais que le gouvernement a de volonté et le gouvernement fait des options. Par exemple, la supprimer le ministère de la communication. C'était une option. Le président de la République, même sur une chaîne de télé, est venu expliquer. Mais quand on regarde les grands pays, le Canada, le Royaume-Uni et autres, ils ont toujours une institution qui gère la politique publique médiatique. Aujourd'hui, ça n'existe presque plus, le ministère de la Communication. Le chef d'État a dit qu'il allait affecter cela à la RAC. Je pense que la RAC est l'instance... La RAC n'a pas pu véritablement en vue à l'arrivée. Et donc, est-ce que c'est cette RAC qui va le faire? Donc, quand vous regardez, il y a un vrai problème à penser les médias dans le pays. Il y a un vrai problème. Bah, je le dis très sincèrement. Il y a des efforts, mais on ne sent pas une sorte de cohérence et on ne voit pas les résultats. On est parti de 20 milliards. Aujourd'hui, à 2 ans de la fin du régime, on parle de 10 milliards. Et comment ça va se faire? Le président de la RAC, on a la chance, il est allé décroter près de 300 millions en France. Il fait des efforts, il a présenté son budget de 3 milliards. Quand vous regardez tout ça, même quand on ajoute 10 milliards, 3 milliards, quand on fait tout, ça n'atteint pas tous les 20 milliards. Ça veut dire que le régime va venir à terme. Et au niveau des médias, on n'aura pas une lisibilité de dire, comme le chef de l'État a fait pour la santé, a fait pour l'énergie, a fait pour le numérique, a fait pour l'université, d'une certaine manière, même si c'est des réformes sur lesquelles on peut revenir. Sur les médias, le chef de l'État, pour moi, c'est pas visible. A clairement posé des actes. Mais la volonté est là, les idées sont là, mais je ne vois pas de la lisibilité sur ce qui est fait. Regarde les chaînes publiques qui sont créées, A+, etc. On ne voit pas. Est-ce que c'est pertinent pour la République? Bon, je ne sais pas. Dernière question, et là-dessus on va faire court. Quel modèle économique aujourd'hui pour une presse viable dans ce contexte-là? Alors, le modèle économique, oui, c'est d'aller vers le digital, de mettre en place l'information de qualité qui va concerner chaque compartiment de la société. Regardez un jeune Alain Kenneth, moi je vais le rencontrer, qui fait 40 000 vues sur TikTok. Mais c'est un phénomène à étudier que nous avons commencé à regarder. Une autre jeune fille qui fait 20 000, etc. Et ça, aujourd'hui, on a besoin de l'audience pour faire les médias. Si ce jeune, même, il faut aller vers la loi que les Ivoiriens ont dit, si quelqu'un a plus de, je crois ils ont dit 20 000, les Burkinabés ont dit 5 000. Aujourd'hui, le Bénin dit quoi? Le Bénin doit pouvoir dire, si quelqu'un au Bénin a 10 000 followers, il est un média. On doit voir quel contenu il diffuse. Mais cela devient un danger. D'ailleurs, même cela a bien prouvé ses limites à Côte d'Ivoire, où on a quand même commencé à mettre des humoristes qui avaient beaucoup de followers dans les programmes de médias. On a fait l'expérience ici aussi au Bénin avec A+. On sait que ça n'a pas prospéré, ça n'a pas accroché. Non, les humoristes ne vont pas changer le journalisme. Mais ils sont dans une logique d'audience. Ils sont dans une logique... On parle des pratiques digitales, des pratiques numériques du consommateur.
Le consommateur est sur le digital, le consommateur a des besoins, des envies de suivre tel programme. Il y a le scrolling qui est là, comme vous savez. Et donc, de ce point de vue-là, on fait en sorte d'adapter au consommateur ce que le consommateur veut. Et c'est le défi, la transposition justement de ce que l'acteur fait en tant que grand homme visible, grand acteur visible, avec beaucoup de followers, la transposition de ce qu'il fait là, dans, je dois dire, la conception même et la logique de médias. Non, ce que je dis, le web comédien ou l'humoriste, il n'y a qu'une égérie qui vient. Ouais. Mais à côté de lui ou avec lui, c'est toute une équipe de préparation qui va l'aider à faire du journalisme ou à faire de l'animation. Et donc derrière, on va continuer à regarder les chaînes en France 2 et ailleurs. Ça se fait. Qu'on ne sente pas la discontinuité. Parce qu'en réalité, nous sommes, comme l'a dit Goffman, nous sommes en train de faire de la mise en spectacle. On est en train de faire de l'exposition de soi. Que ce soit le journaliste classique, que ce soit l'humoriste. Et donc cette mise en scène-là, médiatique, soit orchestrée de telle manière que le consommateur qui est sur le digital trouve son compte et qu'on trouve les niches dans lesquelles il faut le trouver, les émissions qu'il faut organiser pour lui, pour faire de l'audience et faire des placements maintenant sur cette audience-là. Et quand c'est un web humoriste qui font à chaque sketch, font des placements de produits, ils se font de l'argent en griffe. Quand on m'a dit combien le jeune a fait récemment, j'ai commencé à m'interroger. Et je me suis dit, si nous ne savons pas comprendre comment l'écosystème du numérique fonctionne avec les médias, on va être là et on ne va pas faire du chiffre. On va tout le temps, c'est vrai que l'État va faire son appui, mais nous-mêmes, nous devons inventer une ingénierie qui, pour moi, est basée sur l'audience. Et c'est cette audience-là que les régies publicitaires vont venir placer de la publicité parce que vous êtes vu, regardez, à tu matin, ça fait de 20 ans que ça dure, plus de 15 ans, bah, j'étais étudiant quand tu matin a commencé ici. Et puis, je suis venu, c'est même ma première fois sur Atu Matin. Ah oui, hein? Oui. Bonne année. Alors, et bon baptême. Merci. Et donc, oui, on va finir rapidement. Vous voyez ce que ça fait? Oui. Ça veut dire qu'Atu Matin mobilise une audience les matins et ça fait que ça dure. Et parfois, il y a des placements de publicité dessus. Donc, moi, je pense, mon modèle économique que je vends, en fait, que je promeux, c'est basé sur l'audience. Parce que l'audience, quand tu fais un truc de qualité, les gens vont te suivre. Et quand les gens vont te suivre, tu parles de la publicité. Mais derrière aussi, il y a l'accompagnement de l'État, il y a l'accompagnement de partenaires, il y a aussi, pourquoi pas, la diversification de contenu et de produits de l'entreprise médiatique. Docteur Wenceslao Maoussi, merci d'être venu, enseignant-chercheur à l'école, à l'UNESTIC, l'École nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication à l'Université d'Abomey-Calavi. Merci d'être venu, grand observateur et analyste de la vie des médias au Bénin. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. C'est moi. Mesdames et messieurs, voici maintenant notre deuxième invité.